Depuis une vingtaine d'années, les watts sont au cœur des courses cyclistes. Bien plus que la vitesse, elles sont un indicateur pour surveiller les performances des coureurs. Dans un sport miné par les affaires de dopage, d'aucuns y voient un moyen pour surveiller ses performances. Mais de quoi parle-t-on réellement quand on parle de watts? Le watt n'est rien d'autre qu'une unité qui mesure la puissance. C'est la même unité qui sert à quantifier la puissance nécessaire pour allumer une ampoule ou un grille-pain. Au vélo, la puissance, c'est la quantité d'énergie nécessaire à un cycliste pour se déplacer sur un temps donné. Connaître sa puissance est devenu indispensable pour un coureur de haut niveau. Un bon préparateur est même capable de définir en avance le temps que mettra un coureur à quelques secondes près pour gravir un col. L'exploit consiste donc à maintenir un haut niveau de puissance sur un temps long. Sur les routes du Tour de France, un coureur dépense en moyenne 400 watts. En montagne, l'effort est plus long. La puissance est donc répartie tout au long de la montée. Il existe deux façons pour calculer ces watts. Une première méthode directe, avec des petits boîtiers qui sont passés sur les pédales et qui mesurent en temps réel la puissance que dépensera un coureur. Une moyenne est alors effectuée, soit sur l'ensemble de l'étape, soit sur un simple tracé. La deuxième méthode est une méthode indirecte. Elle consiste à additionner la puissance nécessaire pour contrebalancer les forces obstacles qui vont s'opposer au coureur. Ces forces sont au nombre de 3. La première d'entre elles, la résistance de l'air. C'est le principal ennemi du coureur sur une route plate. Les équipes d'ailleurs s'organisent pour préserver leur leader et les protéger du vent. À partir du moment où la route monte et où la vitesse passe à moins de 20 km/h, cette force est négligeable. Le deuxième obstacle, c'est la pesanteur et donc le propre poids du coureur. Elle tire le coureur vers le bas. C'est donc l'ennemi numéro 1 à partir du moment où la route monte. Troisième obstacle, c'est la résistance due au roulement. Cette force dépend beaucoup de la qualité du vélo et de la qualité de la route. Elle est négligeable à partir du moment où la vitesse est constante. Pour calculer de manière indirecte la puissance du coureur, il faut donc connaître en avance plusieurs paramètres. La vitesse du coureur, le coefficient de roulement et de pénétration dans l'air, le pourcentage de la pente et enfin le poids. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Par exemple, la Sky refuse catégoriquement de communiquer sur le poids réel de Christopher Froome. Antoine Vaillet, ancien médecin de chez Fessina en 1998, est un des premiers à avoir utilisé les watts pour parler de dopage. Il a compilé les données des 30 derniers Tours de France et à partir de là, en a tiré 3 catégories. Au-dessus de 410 watts, la performance est jugée suspecte. En 2000, le duo Pantani-Armstrong, tous deux réputés pour ne pas marcher à l'eau minérale, ont gravi l'Alpe d'Huez à une vitesse de 416 watts. Au-dessus de 430 watts, la performance est jugée miraculeuse. Et dernière catégorie, au-dessus de 450, où là on parle ni plus ni moins de mutant. Mais cette époque est révolue. Il est fini du temps où Pantani grimpait l'Alpe d'Huez en à peine 36 minutes, soit une force déployée de 468 watts. Pour se donner un ordre d'idée, c'est l'énergie qu'il me faudrait pour soulever 100 kg en à peine une seconde. En 2013, la performance de Froome sur Axe 3 domaines frôle cette limite, avec une ascension en 23 minutes, soit une puissance de 446 watts. Ces sportifs vous diront que les watts ne sont en aucun cas une preuve de dopage. Il est vrai que c'est le propre du sport. Chercher la performance et dépasser ce qu'on pensait indépassable. Mais c'est aussi un très bon moyen d'alerte qui nous permet d'éveiller des soupçons sur des performances qui nous paraissent trop extraordinaires.